Ladies and gentlemen, I will start a little bit in English because I would first like to welcome Alexander Kwasniewski here in Switzerland. He is a friend of Switzerland. Sometimes I'm sure he spends more time in Switzerland than in Poland. So, well, don't tell it in Poland. He knows Parsen better than me. But what I wanted to underline here is that he really brought Poland to the European Union in 2004, and it was my honor and pleasure to be in Warsaw during the night. It was from the 30th of April to the 1st of May when Poland became a member of the European Union. We had in the same year a state visit in Switzerland of President Kwasniewski. It was my pleasure to bring him to Fribourg and to show how rich Fribourg is in Polish influence. One of the most exciting things are the glasses in our cathedral from the Polish artist Ignacy Mayhofer, of Mayhofer, and this was in the 30s of last century, where an international competition was launched, and it was a Polish artist. We also had the first Polish president, Mościcki, who was an assistant at the University of Fribourg, and even the founder of the condensateur, which was an important industry in Fribourg for the whole century. But I would also take this opportunity to thank and congratulate Pat Cox for having accepted the chairmanship of the Jean Monnet Foundation here in Lausanne, and it's a great pleasure and honor to know that we have a distinguished European Union representative at this position, since he has been a very respected president of the European Parliament. Switzerland being another member of the European Union, and I can assure you, Alexander, that it's not Russia who is the problem for us. Being not a member of the European Union, I will of course not criticize or try to know it better than the Europeans in many fields. Being no longer a member of the Swiss government, of course my contribution today has no official character, and it's only my personal view that is at question here. And people know that for a long date already I'm in favor of a Swiss membership, not only of UN, but also of the European Union. That makes that my opinion will not be representative even for the majority, probably, of the Swiss population. But I want to start, et je vais maintenant passer au français. J'aimerais maintenant parler en quelques mots d'abord des questions relatives à la politique de la Suisse dans le domaine de l'extension vers l'Est, puis, puisque Alexandre a parlé de plusieurs défis auxquels est confrontée l'Union européenne, montrer à quel point 4 ou 5 défis sont les mêmes en Suisse et dans l'Union européenne, et terminer par là avec quelques mots sur notre politique en matière d'intégration. J'ai été très impressionné en tant que parlementaire au début des années 90 lorsque nous avions à Berne une délégation de parlementaires tchèques en visite pour l'Union soviétique n'était pas encore démantelée, pour voir un peu comment ça fonctionnait chez nous. Et j'ai été frappé par le fait que ces parlementaires tchèques nous disaient « Mais pourquoi, ici, en Occident de l'Europe, vous parlez de l'Europe comme si c'était que l'Europe de l'Ouest qui formait l'Europe dans son ensemble. Nous, les Tchèques et au-delà, nous revendiquons même d'être au centre de l'Europe. Et c'est là que j'ai compris d'une manière très éclatante à quel point nous étions pris dans un carcan très réducteur lorsque nous parlions du problème de l'intégration européenne. La Suisse a très fortement appuyé et salué l'extension de l'Union européenne vers
l'Est au moment où la Pologne et 9 autres pays d'abord, et puis d'autres ont suivi, sont devenus membres. Nous avions bien sûr avec ces pays déjà une politique d'intégration, si on peut dire, puisqu'on avait des accords bilatéraux, notamment de libre-échange avec la plupart d'entre eux. On a arrangé pas mal de choses au niveau des visas, etc. Et puis, lorsque leur adhésion était décidée, bien sûr, les accords que nous avions avec ces pays, ou encore les accords que nous avions avec l'Union européenne, plutôt, ont été étendus aux nouveaux membres. Nous avons même fait un tour de force à l'époque au Conseil fédéral pour démontrer notre soutien à cette opération en proposant ce qu'on appelait le milliard de la Ostzusammenarbeit, donc la coopération avec les pays nouvellement membres. Et ce montant de 1 milliard a été élargi au gré des nouvelles adhésions lorsque la Bulgarie, la Roumanie et aussi la Croatie sont devenus membres. Et on parle aujourd'hui de 1,3 milliard à peu près de francs qui ont été mis à disposition pour développer des projets. Donc, finalement, pour nous, cet élargissement, même si il n'appartient pas à la Suisse de dire où s'arrête la frontière de l'Union européenne, il est déjà difficile de dire où se trouve, il y a plusieurs opinions, où se trouve la frontière géographique entre l'Europe et l'Asie, le reste du monde. Bien sûr, nous sommes très engagés depuis peut-être plus longue date encore. Et le conflit qui touche l'Ukraine l'a démontré. La Suisse a été un des promoteurs, bien avant que je sois au Conseil fédéral, de l'OSCE, qui, bien sûr, à l'époque, pour nous, était importante aussi parce que c'était une entrée sur une scène multilatérale alors que nous n'étions pas membres des Nations Unies non plus. Mais au niveau de la construction, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque c'est vraiment une organisation qui est à la fois transatlantique et aussi qui va au-delà à l'est des frontières de l'Union européenne, en particulier avec la Russie et d'autres. Et le rôle que le conseiller fédéral et président de la Confédération à l'époque, Burkhalter, a pu jouer en tant que président de l'OSCE a été une des preuves supplémentaires, non seulement pour l'à-propos de cette organisation, mais a aussi démontré à quel point notre pays, tout en ayant une politique de neutralité, peut jouer un rôle qui va au-delà des bons services. Certains ont, lorsque le président Burkhalter a pris cette présidence, ont posé la question, est-ce que membre, d'accord, mais présider, est-ce qu'un pays neutre comme la Suisse peut le faire? Ma réponse est bien sûr, et mieux que quiconque, puisque justement c'est une position où un pays neutre peut peut-être mieux encore défendre les intérêts de tous les membres, de tous les participants. À mon sens, l'Union européenne, la Suisse est probablement au-delà de ses frontières, sont confrontés en tout cas à 4 ou 5 défis majeurs. Le premier, c'est celui de la gouvernance. Nous avons de la peine à sortir des structures mises en place au XIXe siècle, et lorsque j'ai présidé l'Assemblée des Nations Unies en 1910, le président donne toujours un thème pour l'année onusienne. J'ai choisi le thème de Global Governance, dans l'idée d'abord que des problèmes se posent aujourd'hui à la communauté internationale à une échelle où il n'est pas possible de trouver des solutions individuelles par nation, mais il faut des actions communes, que ce soit l'environnement, que ce soit le terrorisme et beaucoup d'autres. Et c'est là la grande difficulté, notamment aussi aux Nations Unies, puisque le rôle des Nations Unies est d'abord celui de protéger la souveraineté de ses membres, et en même temps, si on met en place des structures de gouvernance, on risque évidemment de mettre en péril justement ces souverainetés. Mais je l'ai fait aussi parce que
l'expérience suisse m'a démontré à quel point ces questions institutionnelles sont essentielles, puisque lorsqu'on me pose la question à l'étranger, qu'est-ce qui a fait la richesse de votre pays, qui n'a ni matière première importante, etc., je dis, il y a 3 facteurs qui ont été décisifs. A, les institutions, B, les institutions, et C, les institutions. Et c'est véritablement le fait d'avoir su mettre en place une gouvernance qui correspondait à l'époque et encore aujourd'hui à nos besoins que la Suisse a pu se développer. Et pour ce qui est de l'Union européenne, il faut quand même reconnaître aussi que c'est, à ma connaissance, à ce jour, l'expérience la plus avancée d'une gouvernance supranationale, pas planétaire, mais en tout cas régionale ou continentale. J'aime d'ailleurs, et je terminerai sur ce point bien par là, pour moi, la phrase qui me revient toujours, c'est celle prononcée par Mishkin lorsqu'il dit, à propos de la globalisation, « The right institutions make a country rich ». Et je suis convaincu que ce n'est pas seulement valable pour la Suisse, c'est valable pour tous les autres pays aussi. Deuxième grand défi, c'est la démographie, c'est aussi la migration. Je vous donne d'abord un chiffre sur la situation démographique en Europe. On part de l'idée que d'ici 2050, la population mondiale va augmenter encore de 2 à 3 milliards. Mais l'Europe restera stagnante d'ici là, pratiquement. Si vous prenez les chiffres pour 2012 ou 2013, vous verrez que pour l'ensemble de l'Union européenne, l'excédent naturel, c'est-à-dire le nombre de naissances qui dépasse les décès, était de 220 millions pour les 28 pays. Si vous prenez le Royaume-Uni à lui seul, c'était 240 millions. Donc, si l'Angleterre devait quitter l'Union européenne, les 27 autres pays auraient un déficit naturel de leur population. Donc, la population européenne, la Suisse n'est pas mieux. Si vous ne prenez que les Suisses, nous avons un déficit naturel, c'est-à-dire nous avons plus de décès de Suisses que de naissances de Suisses. Donc, la démographie européenne est fatiguée. Et là, plus le dynamisme que connaissent d'autres régions. Le deuxième élément qui s'ajoute, c'est bien sûr la question des migrations. Nous avons 2 dimensions. L'une, c'est la libre circulation, qui est un sujet très actuel en Europe, mais c'est aussi, même actualité chez nous en Europe et en Suisse, c'est la question des réfugiés. Mais pour en venir simplement à la question de la libre circulation des personnes, là encore, d'une part, nous avons cette question, je ne sais pas si quelqu'un voudra poser des questions là-dessus, je ne vais pas développer ça ici parce que ce n'est pas vraiment le cadre, la question de l'initiative qui a été acceptée sur l'immigration dite de masse. Simplement dire que, d'une part, évidemment, je regrette vivement cette décision, mais d'un autre côté aussi, je constate que face à la réaction des Européens, nous n'avons pas su suffisamment aussi montrer aux Européens à quel point la Suisse participe à cette libre circulation. Le total des Européens des 28 pays, plus la Suisse, qui sont dans ce mécanisme de libre circulation, c'est à peu près 14 millions d'Européens qui vivent donc dans un autre pays que leur pays d'origine, dont 1,3 million en Suisse. Donc nous avons presque le 10% de la population qui participe à cette libre circulation des personnes, alors que nous ne représentons que le 1,6% de la population totale de l'Europe des 28 plus la Suisse. Donc, la part que nous prenons à la libre circulation des personnes, à son succès, est le décuple de notre poids démographique dans l'Union européenne. Et je n'ai pas compté là-dedans les 300 000 frontaliers qui
viennent en Suisse tous les jours. Et ce serait là un chiffre qu'à l'occasion, si quelqu'un a le temps de le rencontrer, on pourrait rapporter à M. Montebourg. Troisième défi, c'est celui du protectionnisme. L'Union européenne vise à construire un marché unique. La Suisse a des accords de libre-échange avec le monde entier. Nous sommes à l'OMC, etc. Et on revoit constamment revenir le relent du protectionnisme, que ce soit chez nous, que ce soit à l'extérieur. Là encore, un chiffre qui peut peut-être vous impressionner. Si vous prenez la population suisse par rapport à la population mondiale, nous représentons 1 pour 1000 des 7 millions, 8 millions, 7, 8 milliards d'humains, disons 1 pour 1000 de la population mondiale. Si vous prenez notre produit national brut, à peu près 700 milliards, nous représentons 1% des 70 trillions du produit mondial. Ça veut dire que dans le monde, notre poids économique est 10 fois le poids démographique que nous représentons. Comment est-ce possible? Soit nous travaillons plus, soit nous sommes plus efficaces. Mais la grande question est de savoir si nous serons possibles de maintenir cela à l'avenir, surtout si nous nous adonnons à nouveau de plus en plus au protectionnisme. C'est vrai pour la libre circulation. Il a été prouvé maintenant, après 10 ans de pratique, ou même davantage, que cela a été bénéfique pour les deux partenaires. Et c'est peut-être un exemple à donner à M. Lavrov, qui croit qu'on ne peut pas avoir du win-win en économie. Il y en a tous les jours. Donc, autant l'Union européenne que la Suisse ont profité de cette libre circulation. Et pourtant, il est relativement facile, puisqu'on a réussi à renverser une décision qui a été prise 3 fois. Nous avons voté en 2000 pour la libre circulation, en 2005 lors de l'élargissement à l'Est, et en 2008 ou 2009 lorsqu'il a fallu confirmer, puisqu'on avait pris dans l'accord une clause dans laquelle, après 10 ans, on peut ou droit, bref, on a voté 3 fois. Et puis, la 4e a, malgré tout, réussi à remettre tout cela en question, parce qu'il faut le dire ici, cette décision est incompatible avec le traité. Il faut être réaliste à un moment donné. On l'a dit avant le vote. On n'a pas voulu le croire, mais aujourd'hui, on le voit qu'il n'y a pas de solution. On a mis le Conseil fédéral devant une situation terrible parce que c'est un peu comme si on avait vidé un tube de moutarde et puis qu'on lui demande de remettre la moutarde dans le tube. Vous voyez, c'est pratiquement impossible. Quatrième défi, c'est le populisme, et le populisme en général conduit vers des actions totalitaires. C'est vrai à tous les échelons, c'est vrai même chez nous aussi. Le populisme est en quelque sorte le sirop, donc une concentration de sucre qui permet de préparer le lit des décisions totalitaires. Chez nous, ça prend l'allure de remise en question de certains fondements de notre système, de certaines valeurs fondamentales. Je pense à la liberté religieuse lorsqu'on parle des minarets. Je pense au droit de l'individu à être traité correctement par la justice, puisque c'est ce dimanche que nous allons voter sur cette question, ou encore, c'est vrai aussi lorsque l'on veut remettre en question notre appartenance à ce grand mouvement de pays qui se réclame de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Je pense que nous devons être attentifs, nous devons être plus qu'attentifs, intransigeants
lorsqu'on touche à nos droits fondamentaux pour les autres qui sont chez nous, nous remettons en question ces droits fondamentaux pour nous-mêmes. Il y a des choses qui sont peut-être moins disons moins fondamentales que ça, mais un autre exemple pour montrer où ça va, c'est ces jours passés, on parlait de la commune d'Egerkringen où on interdit pendant la pause dans la cour de récréation de parler autre chose que l'allemand. Depuis l'Union soviétique, je n'avais plus revu des choses de ce type-là. Cinquième élément, lorsque je vous dis ça, il y a une cinquième dimension qui me paraît importante, et je terminerai par là. Vous pouvez l'appliquer à nous, les Suisses, à l'Union européenne, à la Russie ou qui vous voudrez. J'étais à New York un samedi matin à l'entrée du musée d'histoire naturelle, qui a une belle collection de dinosaures. Parce que mon petit-fils qui avait fait des photos des dinosaures, ils étaient venus me trouver une fois, il avait effacé toutes ces photos pendant son voyage de retour. Je lui ai dit, écoute, je te les rapporte, je vais faire les photos. Et j'ai eu le temps de faire la queue et de voir contre le mur une pensée de Theodore Roosevelt, qui, je pense, est important pour nous tous qui avons été, ou surtout ceux qui sont encore au gouvernement. Character, in the long run, is the decisive factor in the life of an individual and of nations alike. Ça veut dire qu'on nous a tous appris, quand on était enfant, il faut avoir bon caractère, etc. Mais c'est vrai aussi pour les nations. Une nation, que ce soit le gouvernement, que ce soit le peuple, comme chez nous, qui peut prendre des décisions, a aussi une réputation à réserver, a aussi une responsabilité à respecter. Et par exemple, ce que nous vivons actuellement, je suis en quelque sorte soulagé de ne pas être au Conseil fédéral en matière de l'initiative sur l'immigration de masse. On demande au Conseil fédéral de prendre des mesures ou des décisions qui sont contraires à un accord que notre pays a signé avec un partenaire, de prendre des mesures qui ne sont pas compatibles avec ça, sans en tirer les conséquences qui seraient de dénoncer ce contrat. On va donc prendre une clause de sauvegarde unilatérale en attendant que ce soit l'Union européenne qui dénonce le contrat, ce qui serait évidemment ennuyeux pour eux aussi. Alors, il y a comme ça beaucoup de situations où je pense que nos gouvernements, mais aussi notre peuple doit se dire, par exemple, lorsqu'on dit on demande aux réfugiés de donner leur argent lorsqu'ils arrivent chez nous. C'est une question d'honneur pour moi de savoir que mon pays, que mon gouvernement, que nous, les Suisses, nous n'acceptons pas cela. Je vous remercie de votre attention.